Question directe avec Nathalie Sonac, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, professeure à l'Université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste de l'économie des médias et du numérique, auteur de l'ouvrage « Qui veut la peau de l'audiovisuel public ?» Ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à vous. Nathalie Sonac, merci d'être avec nous ce soir. Alors, qui veut la peau de l'audiovisuel public ? On peut dire que le titre de votre livre est un brin provocateur. L'audiovisuel public est menacé de destruction. En tout cas, c'est un audiovisuel qui effectivement se trouve dans un moment de transformation, de bouleversement, attaqué de toutes parts, attaqué d'une part par un contexte tout de même qui est celui de l'arrivée des réseaux sociaux, des plateformes numériques, des chaînes de télévision privées qui se sont multipliées. Bon, ça c'est un décorum que l'on connaît assez bien, mais on voit bien qu'il y a une couche idéologique qui vient de s'y mettre, et pendant 6 mois, on a quand même vécu la mission ou le rapport à l'oncle sur des questions qui visaient véritablement à remettre en cause l'existence même de l'audiovisuel public, lorsque l'on sait qu'en même temps, le Rassemblement national a pour des velléités de dire il faut privatiser cet audiovisuel public. Donc là, vous l'avez nommé, le Rassemblement national, c'est vraiment le RN qui attaque le plus l'audiovisuel public aujourd'hui en disant qu'il veut le privatiser? En tout cas, c'est effectivement le RN qui l'avait mis dans son programme, et ça avait déjà été annoncé par Jordan Bardella, mais il s'avère que cette attaque, on voit bien qu'elle elle existe dans l'ensemble, en tout cas dans de nombreux pays européens. C'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai donc en Grèce. Dernièrement, ça a été vrai en Suisse, où il y a eu pour la 2e fois consécutive, il y a eu une votation. On a de nouveau demandé aux Suisses s'ils souhaitaient préserver leur audiovisuel public. Ils ont dit oui très largement, majoritairement, mais néanmoins, de façon très systématique, aujourd'hui, on constate que l'audiovisuel public est attaqué. Ce n'est plus une question financière seulement. Alors non, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, le point d'entrée de la Commission avait été une question de finances, et effectivement, ce que l'on peut considérer, on sait très bien que dans tous les pays européens et en France, on vit une véritable crise économique et on a des problèmes de budget, donc la question du financement par des subventions publiques de l'audiovisuel public pouvait être remis en cause, mais les enjeux qui sont derrière sont des enjeux démocratiques, surtout à 1 an d'une présidentielle, et dans le même temps, avec aujourd'hui majoritairement des citoyens qui s'informent sur les réseaux sociaux, et ça c'est le dernier... C'est la majorité en fait, oui. Disons que la majorité de l'information qu'ils récupèrent se trouve sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que le dernier rapport du Reuters Institute met en évidence que plus de 70% de la population s'informe aujourd'hui prioritairement sur les réseaux sociaux, quand ce n'est pas sur ChatGPT ou d'autres agents conversationnels. Pourquoi justement le service public est-il si important du coup, Nathalie Sonac, si finalement le citoyen préfère les réseaux sociaux? Écoutez, moi c'est la raison pour laquelle en fait j'ai voulu faire ce livre-là, cet ouvrage-là. Je voulais que ça soit vraiment pas un livre d'experts, pas un livre d'universitaire, pas trop chiffré. J'avais vraiment envie de donner à tout le monde, aux Français, parce que le service public appartient aux Français, un livre qui soit accessible en 80 pages, cette volonté de dire qu'est-ce qui se passerait finalement si nous n'avions plus aujourd'hui de service public. Eh bien, on voit que l'information, par exemple, si je prends le groupe France Télévisions, produit 80 heures d'information par jour. Elle ne serait pas produite. Clairement, parce que nous n'a pas de marché pour ça. On constate que les chaînes privées, elles se financent majoritairement par les ressources publicitaires. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'annonceurs qui achètent des espaces publicitaires, qui achètent suffisamment d'écrans publicitaires sur les chaînes privées, et dès lors, les chaînes privées sont en difficulté. Le service public, lorsqu'il a suffisamment de ressources, est capable d'aller là où le marché ne va pas. Donc il est fondamental aux démocraties, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il est fondamental aux démocraties. Il propose une information de qualité, éthique, déontologique. Il va là, sur les territoires, là où le marché ne peut pas aller. Il investit majoritairement dans la création. Il est aussi pour une production indépendante. Ça aussi, c'est extrêmement important. Les fondamentaux, finalement, de l'audiovisuel public sont les fondamentaux de nos démocraties. Donc, ceux qui l'attaquent attaquent la démocratie? Ceux qui l'attaquent attaquent la démocratie. On constate que nos démocraties sont en danger. On voit bien qu'elles sont largement fragilisées. Et l'abandon d'un service public, ou en tout cas le maintien ou la fragilisation du service public, s'il n'est pas suffisamment maintenu avec des ressources financières publiques, des ressources publiques suffisamment forte, le risque, c'est son déclin, c'est sa moins grande qualité, c'est d'être moins regardé par les téléspectateurs, et dès lors, effectivement, un des vecteurs de nos démocraties qui tomberait. Et il y a ce chapitre d'ailleurs qui pose la question, le service public est-il de gauche ?
Alors ça, c'est une question, évidemment, on sait bien que la question du pluralisme, la question de l'impartialité, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été adopté là récemment, qui était sorti par Bruno Lasserre et que Catherine Pégard, la ministre de la Culture, va inscrire dans les chartes des groupes publics. Il constate qu'il faut renforcer cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut assurer une plus grande transparence. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence Donc sur il y a quand même des progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire. L'impartialité, en tout cas, la question de l'impartialité doit être un but à atteindre, c'est un objectif à atteindre. Évidemment, le service public, prioritairement, parce que c'est là où on doit, nous, citoyens, nous, Français, avoir la garantie de la production d'une information qui soit de qualité, qui soit accessible pour le plus grand nombre, donc c'est-à-dire gratuite, mais également... Avec un pluralisme. Avec un pluralisme, tout à fait. C'est-à-dire avec cette capacité que nous, on a de se forger notre propre opinion, parce qu'en face de nous, on aura des diversités, des points de vue qui seront mentionnés. Il y a le problématique de l'indépendance avec le financement de l'audiovisuel public. Est-ce qu'il doit être repensé, ce financement? Vous dites bien qu'il y a eu la suppression de la redevance, qu'elle a été vécue un peu comme un tremblement de terre pour l'audiovisuel public. Aujourd'hui, c'est une fraction de TVA. Ça a déstabilisé l'audiovisuel public. Oui, ça l'a très fortement déstabilisé, mais aujourd'hui, je ne pense pas que le focus doit être une fois encore sur le budget. Le focus doit être qu'est-ce que nous voulons. Et moi, je pense que véritablement, on ne peut pas avoir une politique démocratique solide sans avoir un audiovisuel public solide. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là qu'il faut apporter de la nuance, et j'espère pouvoir en apporter des arguments avec cet ouvrage-là, c'est qu'il y a des réformes, évidemment, à faire et qui, malheureusement, depuis 10 ans, n'ont pas été suffisamment mises sur la table. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement à une année d'une future élection présidentielle. Et c'est dommage que ces réformes ne soient pas passées en temps et en heure. Oui, parce que la réforme de l'audiovisuel public français, on en parle depuis des années. Donc, et vous défendez plutôt un regroupement des entités. Oui, alors je défends un regroupement des entités parce que je crois que la mutualisation des moyens est essentielle. Un rapport de la Cour des comptes met en évidence 17% d'économies qui pourraient être faites. Et puis, ne soyons pas toujours à nous regarder le nombril. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Europe? La France appartient à l'Europe. Et les grands pays européens qui nous ressemblent, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Italie, je pense à la Finlande, je pense à la Belgique, eh bien, je pense maintenant également à la Suisse. Ce sont des pays qui ont regroupé leurs forces, c'est-à-dire télé et radio. Donc, ça implique un coût. Et ça implique un coût, mais ça implique surtout de travailler sur des projets qui sont mutualisés et qui sont aujourd'hui mis en commun. Et ça, c'est indispensable. Est-ce que cette réforme a vraiment été pensée, Nathalie Sonac? Alors oui, mais vous le disiez vous-même, ça fait 10 ans, donc elle a été pensée. Il y a eu plusieurs rapports qui ont mis sur la table. Ça avait failli être voté, mais malheureusement, le Covid, la dissolution et bien d'autres éléments sont passés par là. Oui, ça a été pensé. Je pense que ça a été pensé, ça a été documenté, c'était argumenté. Malheureusement, il y a eu ce manque de courage politique. Alors d'autres ont dit ce manque de temps peut-être, mais en attendant, pour moi, le fait de ne pas être au bout, c'est de ne pas avoir compris aujourd'hui, ce qui se passait, et c'est là, en fait, finalement, le grand danger du rapport à l'oncle, c'est qu'il a parlé d'un audiovisuel public qui était au temps de l'ORTF. Il n'a pas parlé aujourd'hui des enjeux que vous, au sein de l'audiovisuel public, vous vivez, c'est-à-dire un tremblement de terre de l'espace informationnel avec les réseaux sociaux, avec une asymétrie réglementaire et avec surtout aujourd'hui des gens qui s'informent et qui vont s'informer demain sur des agents conversationnels. Justement, vous parlez d'éduquer le citoyen avec les services publics. Comment fait-on pour éduquer le citoyen à l'heure des réseaux sociaux ? Eh bien, je crois que c'est malheureusement l'un des freins, une des réformes qui n'a pas été suffisamment mise en œuvre au sein des groupes publics, c'est-à-dire d'éduquer, d'informer, de savoir, de proposer des formats qui soient propres à une population qui soit beaucoup plus jeune. On ne s'adresse pas suffisamment aux jeunes. Ça ne veut pas dire que finalement tous les programmes s'adressent aux personnes âgées, mais néanmoins ça veut dire que les jeunes ne sont pas suffisamment embarqués. Et on ne peut pas considérer qu'on est un service public s'il n'est pas commun. Et pour être commun, il faut embarquer tout le monde et la jeunesse doit être embarquée dans ce nouvel espace informationnel. Ça veut dire utiliser plus les plateformes, c'est-à-dire changer d'approche, proposer de nouveaux formats, être beaucoup plus documentaire, proposer finalement la compréhension du monde sous différents types de formats, et ça doit être présent partout sur toutes les antennes, à tous les horaires, et surtout penser d'abord le délinéariser, c'est-à-dire penser d'abord la façon de s'informer plutôt sur les portables que plutôt derrière un écran de télévision. Merci beaucoup Nathalie Sonac. Qui veut la peau de l'audiovisuel public aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous dans Questions Directes. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur France 24.